Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus nous voir pour cette présentation sur la clean architecture. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire, on va voir clean architecture, par contre c'est notre interprétation, c'est notre retour d'expérience. On n'a pas du tout la prétention d'être les futurs Uncle Bob. Je pense qu'on est déjà un peu trop jeune de toute façon. Déjà, je m'appelle Xavier Ballois, donc je suis tech leader chez AXA. Moi, c'est Julien Hamon, je suis software engineer chez AXA sur la plateforme iOS. Le contexte, en fait, on a travaillé tous les deux pendant les derniers mois sur la nouvelle application AXA Bank. C'est une application native, donc une application Android développée en Java, une application iOS développée en Swift. C'est une application qui vient de sortir il y a quelques jours. Si vous voulez en savoir plus vraiment sur l'application en elle-même, vous pouvez venir voir sur le stand d'AXA. Et donc en fait, c'est une application qui est partie, on a redéveloppé entièrement, donc c'est parti from scratch. Et du coup, on a pu mettre en place absolument tout ce qu'on voulait. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce que c'est les bonnes pratiques aujourd'hui pour faire une application mobile? Et du coup, la clean architecture, c'est vraiment quelque chose qui est paru évident pour nous en fait. Avant de commencer, qui connaît la clean architecture? Ok. Et qui l'a mis en place? Super. C'est bien, on va Donc apprendre. tout le monde va apprendre plein de choses, j'espère. Donc d'abord, pourquoi l'architecture, la clean architecture? Pour vous montrer pourquoi l'en faire, on va partir d'un code très simple, et puis on va le faire évoluer pour arriver jusqu'à la clean architecture en montrant toutes les différentes choses qu'il ne faut pas faire et pourquoi c'est mieux de le faire en mode clean architecture. Donc en fait, on va partir d'une application Android très simple qui fait juste une chose. En fait, on va faire un appel réseau. Enfin, on va imaginer qu'on fait un appel réseau pour récupérer une liste de clients. On va filtrer ces clients. Après, on va les trier. Puis après, on va les afficher. Donc vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Et juste ce petit bout de code là, on va le faire évoluer au fil du temps. La première version de notre application, ça va être une classe Dieu. Finalement, elle fait tout. Donc c'est notre activité Android. Donc pour ceux qui ne font pas d'Android, l'activité c'est la vue, c'est un contrôleur un peu. Donc du coup, en fait, finalement, dans ces activités, on a tout notre code. Donc l'appel réseau, notre code métier, le code de la vue. Et finalement, ce code-là, c'est pas très propre, on le sait tous, mais finalement, c'est ce qu'on trouve dans 90% du code sur Internet. Vous allez sur Stack Overflow, vous allez trouver ça. Vous allez regarder un exemple, comment faire une application Android, vous allez trouver ça. Alors que c'est pas juste ce qu'il faut faire. Mais bon. Donc voilà, là, il y a un exemple d'une application Android. Finalement, là, il n'y a que 30 lignes. Je pense que quand vous êtes au fond, vous n'arrivez pas à lire. Mais en fait, c'est normal, parce qu'il y a 30 lignes, mais ça fait beaucoup, beaucoup trop de choses, en fait. On va le voir. Donc là, tout le long de l'application, ce bout de code-là, il va évoluer. Et donc, on va utiliser le pattern réactive. Si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave. Ça va être vraiment très simple. Pourquoi c'est pas bien de faire ça? Donc déjà, finalement, quand on fait une application, il faut essayer d'appliquer les patterns de clean code. Donc les patterns de clean code, il y a plein de choses. Par exemple, nous, on va rester focalisé sur le nommage. Donc votre application doit bien nommer les choses pour savoir ce que ça fait. Et on va essayer de respecter les patterns solides. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le pattern solide, en fait, ce sont 5 principes qui permettent de rendre votre application plus compréhensible, maintenable et flexible. Donc par exemple, dans ce code-là, on voit déjà que le S, c'est un nœud solide, donc le single responsibility, c'est-à-dire que chaque chose doit faire une seule chose, enfin chaque classe ou chaque méthode doit faire une seule chose, elle n'est pas respectée. Alors pourquoi? Alors déjà, on va voir que sur ce bout de code-là, on a des dépendances à Android. Donc là, c'est les méthodes du onResume d'Android. Ensuite, on a aussi des dépendances fortes à l'UI, donc afficher un loader, masquer un loader, mettre à jour une liste. On voit un appel réseau. Là, ceux qui se posent la question, on n'est pas dans le main thread, on gère bien les threads du RAS et la programmation réactive. Mais bon, il y a quand même un appel réseau dans le contrôleur. Et enfin, il y a notre code métier. Donc là, ce code métier-là, c'est lui qui va faire le tri. Donc on va retirer tous nos clients qui n'ont pas d'email, on va les trier par ordre alphabétique, puis après on va les afficher. Alors celui qui a réussi à identifier tout ce qu'on faisait en un clin d'œil, félicitations, et vous allez voir qu'à la fin, ce sera beaucoup plus simple. Alors moi, quand je développe, j'aime bien tester. Sauf que là, en fait, je dis, non, il n'y a pas besoin, c'est simple. En fait, c'est surtout que je ne sais pas tester mon application aujourd'hui. Parce que là, finalement, tout est mélangé. Et si je veux les tester en Android, je ne peux pas faire des tests unitaires, car j'aurai des dépendances vraiment en Android. Donc je peux faire un test d'instrumentation, mais ça va être long à exécuter, je vais avoir besoin d'un téléphone, je vais faire des appels réseau. Ça va être fragile, car ça va dépendre de l'UI aussi. Ouais, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de tester le code métier. Le code métier, c'est vraiment là où il y aura de la valeur. Et ce code-là, il ne va pas changer, et on va vraiment le tester. Et sur cet exemple, vous ne pouvez pas non plus isoler une règle métier. Donc vous allez peut-être savoir qu'un test va planter, mais vous ne savez pas quelle règle métier cause ce plantage. Donc finalement, on va se dire, bon, c'est pas bien, donc il y a des dépendances à l'UI, on va changer. Donc on va isoler toute la partie présentation. Donc pour ça, en fait, dans tous les patterns qui existent, vous avez l'embarras du choix. Vous allez pouvoir faire du MVP, du MVC, du MVVM. Bon, il y a plein de choses qui existent.
Nous, sur Android, on utilise le pattern MVP, c'est quelque chose qui est vraiment très courant. Maintenant, il y a du pattern MVVM aussi sur Android, mais c'est plus récent. Sur iOS, c'était le pattern MVVM. C'était du MVVM donc qu'on a choisi. Donc comme quoi la clean architecture, ça dépend pas forcément de votre choix, mais c'est plus les principes qu'il va falloir respecter. Donc le MVP, ça va juste dire que ma vue, elle va connaître mon présenteur, et mon présenteur va connaître ma vue. Alors vous allez voir, c'est très facile de migrer, parce que finalement, on va juste déplacer du code. Donc si j'avais fait en live coding, vous auriez vu, on a fait juste déplacer du code. Donc finalement, pour faire ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un contrat. Donc mon contrat, ça va être quoi? Ça va être juste ce que ma vue peut faire. Ma vue, qu'est-ce qu'elle faisait avant? Elle mettait à jour ma liste de données, elle affichait mon loader, elle masquait mon loader. Et mon présenteur, il va faire quoi? Il va juste charger les clients. Donc voilà, donc maintenant mon activité finalement, maintenant on voit tout ce qu'il y a sur l'écran, et la seule dépendance qu'il va avoir, hein, c'est le présenteur. Alors là on ne le voit pas, mais en fait derrière il sera injecté en fait. Hein. On imagine qu'on injecte le présenteur avec votre framework d'injection de dépendance préféré, et ça marche. Donc par contre mon présenteur, finalement il est quand même assez grand. Donc bon déjà c'est bien, on a quand même réussi à supprimer les dépendances à l'UI et Android, puisque du coup on s'injecte une vue, on n'a plus du tout de dépendance Android, donc déjà ça c'est bien. Par contre on a quand même déplacé le problème en fait, hein, parce que notre présenteur est quand même assez grand. Toujours une trentaine de lignes. Et donc les mêmes principes ne sont pas respectés. Il y a toujours notre appel réseau et notre logique métier. Donc bon, finalement, c'est mieux, mais c'est pas fou. Bon, finalement, c'est quand même bien parce qu'on peut quand même faire des tests unitaires maintenant. On n'a plus de dépendance Android. Notre présenteur, on peut le tester unitairement, on pourrait créer une fausse vue, on pourrait moquer le réseau. Bon, c'est déjà bien. Par contre, on ne peut pas tester unitairement notre logique métier ni la réutiliser en fait. Hein. Moi, j'aimerais bien pouvoir utiliser mon tri de client. Là, j'utilise sur cet écran-là. Demain, je fais un autre écran. J'aimerais bien pouvoir le refaire. Mon filtre sur mes clients, bah, là, j'aimerais bien le sortir. Ou si demain ça change, j'avais pas envie d'aller dans mon présenteur de ma vue, me dire bon, bah, finalement, ça change sur quelle vue? Ça change sur la première vue de l'application. Je vais sur la première vue de l'application. Changement avec métier. C'est pas ça que je veux. J'aimerais bien vraiment isoler ce code-là, moi. Donc finalement, qu'est-ce que la clean architecture? Donc finalement, la clean architecture, en fait, c'est une architecture parmi tant d'autres, on va dire. Il existe plein d'architectures, donc le 2DD, l'architecture hexagonale, l'architecture en oignon. Finalement, elles ont toutes un principe commun, ça va être la séparation des préoccupations. En fait, il faut que chaque chose fasse une seule chose, mais elle le fasse bien. Et derrière, l'idée, c'est vraiment isoler la logique métier. Donc faire de la clean architecture, c'est bien, donc ça rend niveau architecture. Par contre, ça ne va pas vous empêcher, enfin, il ne faut surtout pas que vous arrêtiez de faire du clean code. C'est pas ça qui va vous permettre de le faire. Vous allez pouvoir toujours mal nommer vos choses ou alors avoir une seule classe qui fait tout, mais bien séparée quand même. Donc il y a plusieurs principes sur la clean architecture. Donc le premier, c'est qu'il faut être indépendant de notre framework. Alors pas framework, c'est framework au sens large. Ça va être tout ce qui est framework de présentation. Donc votre Android par exemple, les dépendances à iOS, n'importe quelle librairie pour gérer les vues, votre librairie de réseau, votre base de données, etc. En fait, c'est tout ce qui est extérieur à votre application, en fait, à votre code métier. Tout ça, vous voulez vous en abstraire, parce que ça peut changer demain. Finalement, dans votre application, s'il y a une chose qui ne changera pas, ce sera vos règles métiers. Demain, moi, je sais qu'un client qui n'a pas d'email, je ne veux jamais l'afficher, cette règle métier-là, elle sera immutable. Par contre, demain, si je veux changer la vue, c'est pas grave, en fait. C'est qu'une vue. Ou si je veux changer de framework, c'est pas un problème. Et finalement, faire des abstractions comme ça, dire je m'abstrais de ma vue et je m'injecte une implémentation, ou alors de mon framework de réseau et je m'injecte une implémentation, la base de données, etc. C'est pas vraiment compliqué de faire une interface et de s'injecter quelque chose. Donc bon, finalement, on peut le faire assez facilement. Ensuite, le deuxième principe, c'est faire un découpage métier. Très souvent, on voit dans nos applications, il y a un découpage, on va mettre un dossier Cobol, un dossier data, un dossier domaine, un dossier présentation, puis on va tout ranger dedans. Alors sur les samples Android, c'est très courant, c'est on va ranger toutes les activités ensemble, tous les fragments ensemble, tout ce qui est UI ensemble. Bon, finalement, c'est pas très clair. Et c'est beaucoup mieux de faire un découpage métier, en fait. On va dire, là, j'ai des clients, on va mettre tout ce qui est lié aux clients ensemble. J'ai des contrats, on va mettre tout ce qui est lié aux contrats ensemble. Du coup, demain, c'est beaucoup plus modulaire. Donc aujourd'hui, votre application, elle peut être un seul gros bloc. Et demain, vous pouvez dire, ouais, mais finalement, j'aimerais bien faire deux modules. Parce que peut-être une autre équipe va travailler sur sur le module client, sur le module contrat. Et il va pouvoir travailler dessus sans problème, en fait. Et vous pourrez vous injecter en tant que dépendance. Dans la clean architecture, finalement, dans la partie domaine, ce qui est important, c'est dedans on va créer des use cases. Donc c'est des use cases ou des interacteurs. Il y a les deux qui existent, enfin les deux mots qui existent en fait dans la littérature. Et en fait, un use case, c'est être une fonctionnalité métier. Et donc l'idée, c'est de pouvoir composer vos use cases les uns avec les autres pour pouvoir créer votre application. Alors dans un domaine, finalement,
l'UI, elle va pouvoir appeler les domaines, donc elle ne pourra jamais appeler directement à la partie data, donc c'est pas du tout à l'UI, enfin en tout cas la partie présentation, de faire l'appel au domaine, l'appel réseau. Et les use cases, par contre, eux, ils vont faire les appels réseau, la logique métier, et vont pouvoir s'appeler ensemble, en fait. Et le dernier principe, il faut que ce soit testable. Donc j'ai déjà dit plein de fois depuis le début, moi ce que j'aime bien tester mes applications. Et finalement, si vous mélangez toute votre application, donc l'UI, le réseau, etc., c'est pas possible de faire du TDD, en fait. Parce que vous avez toujours, vos tests vont être longs à se lancer, vous allez passer beaucoup de temps à faire écrire des mocks, ça va casser, ou alors vous allez écrire des mocks et finalement vous allez changer l'implémentation, mais c'est encore passé et vous n'allez même pas le voir. Donc finalement, c'est pas très bien. Et l'avantage de rendre votre code testable, ou en tout cas votre code métier testable, c'est que ça va vraiment permettre de documenter votre code, donc vos règles métiers. Et demain, quand vous voudrez faire du refactoring, vous n'allez pas vous poser la question est-ce que je peux le faire sans tout casser. Si vous cassez quelque chose, vous êtes censé le voir. On va voir un petit peu de code maintenant. Alors du coup, maintenant, notre application a été divisée de la même manière. Donc j'ai ma partie common. Donc ma partie common, elle va vraiment reprendre tout ce qui est vraiment transverse à l'application. Donc toutes mes bases d'activités, tous mes helpers, etc. Donc ça, c'est pas lié à un domaine spécifique. Et ensuite, mon découpage métier. Donc, dans le découpage métier, il y a trois parties. Donc, dans la partie data, il y a le customer service qui, lui, va faire l'appel. Derrière, il va récupérer les customer rows. Donc, en fait, les customer rows, c'est l'objet tel qu'il est envoyé par l'API. Alors, moi, je fais pas confiance du tout à l'API. L'API, demain, elle va envoyer un champ nul. Moi, je veux pas que mon application elle casse à cause de ça. Donc, derrière, je vais avoir un mapper qui va créer un customer. Donc, comme ça, je m'abstrais vraiment directement de l'API. Après, je travaille qu'avec mes objets à moi. Et donc, par exemple, l'API, elle va m'envoyer un email qui est nullable. Moi, j'aime pas les nuls, c'est des nuls pour exception, je déteste ça. Donc, je vais dire, bon, si c'est nul, je vais utiliser un optionnel à la place. Donc, voilà, donc dans mon customer à moi, j'utilise l'optionnel. Ensuite, il y aura mon code domaine, on va revenir dessus juste après. Et dans la partie présentation, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a rien de plus. Donc, finalement, mon présenteur, maintenant, il fait beaucoup moins de choses. Donc, avant, il y avait 30 lignes, il faisait plein de choses. Et maintenant, mon présenteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que l'orchestration et de la délégation. Donc, il va orchestrer les différents appels. Et il va déléguer, il va demander à quelqu'un d'autre de faire les choses. Donc là, finalement, toutes nos règles métiers, elles vont appeler un use case qui va être get customer filtered and sorted. Derrière, il va mapper les données donc, de la partie domaine en vue modèle. Et puis après, il va dire à la vue, voilà, ça c'est les données, tu les affiches. Donc un use case, c'est quoi? Donc un use case, ça va être pour moi, donc là c'est un interacteur, mais c'est la même chose. Donc en entrée, ça va prendre toujours un paramètre optionnel. Donc là, ça prend un paramètre optionnel car il n'y a pas de paramètre. Derrière, lui, il va faire l'appel réseau. Donc ce premier use case get customer, en fait, il va juste faire l'appel réseau. En fait. Il fait l'appel réseau, il mappe les données. C'est son rôle à lui. Donc là, il fait qu'une seule chose. Ensuite, mon deuxième use case, donc j'ai expliqué tout à l'heure, on peut les composer les uns avec les autres. Donc lui, finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va filtrer et trier les clients. Donc lui, derrière, il va y avoir une dépendance sur le get customer, donc c'est pas lui de faire l'appel réseau. Donc je vais appeler get customer, et puis après, derrière, il va filtrer et trier les clients. Donc par rapport à tout à l'heure, aussi une petite différence, c'est que tout à l'heure, on faisait un gros map avec Java, c'est vraiment pas propre. Et finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que quand on utilise les bons opérateurs, c'est beaucoup plus lisible. Car tout de suite, on voit ce qu'on fait. On récupère les clients, on les filtre, on les trie, on retourne une liste. Là, on ne peut pas plus clair. Et mes deux règles métiers, finalement, je les ai sorties aussi. Donc ma première règle métier, c'est pour filtrer les clients sans email. Donc c'est un prédicat. Donc voilà, donc c'est juste. Donc tout à l'heure j'expliquais que mon email c'est un optionnel. Donc je regarde juste s'il n'y en a pas. Et mon comparateur finalement, c'est juste un comparateur très simple sur les noms pour les trier. Donc finalement ces deux classes-là à tester, c'est super simple. On s'est créé un client, on s'est créé deux clients. Hop, on peut les tester, ça prend 3 tests. On a tout testé. Demain, si ça change, on va voir tout de suite. Maintenant, je viens vous voir un petit peu les avantages qu'on a mis en place, qu'on a remarqué sur la clean architecture. Voilà, donc là, on va rentrer dans notre tour d'expérience par rapport à tous ces principes qu'on a pu voir. Nous, quels avantages on a pu en tirer d'avoir mis en place tout ça? Alors, forcément, on travaille en interface, et du coup, tout ce qui est changement d'implémentation, c'est super facile, parce que forcément, on sait qu'on utilise une interface, mais on ne sait pas ce que derrière, qui va faire quoi. Et du coup, tant que le contrat est respecté au niveau de l'interface, vous allez pouvoir changer votre code, votre framework derrière, et sans que ça impacte tout le code qui va utiliser votre interface. Donc, facile. Pour les tests, forcément, ça aide beaucoup. Et du coup, vous pouvez facilement changer tout ce dont vous utilisez.
Au niveau de l'implémentation des fonctionnalités, on a gagné du temps. Alors au début, pas forcément, parce qu'il y a toute la phase d'implémentation, de montée en compétences, mais vous le gagnez par la suite. On a quand même multiplié par 2 notre vélocité entre le début et la fin du projet. Donc, ce qui est quand même assez important, et même en intégrant des nouvelles personnes en cours de projet. En plus, vous connaissez tout ce qui est input et output au niveau des classes, donc on peut s'en abstraire. Et on peut découper le travail, c'est-à-dire que quelqu'un peut travailler sur l'UI, et l'autre personne peut travailler sur tout ce qui est couche basse, donc business, en créant les règles. Donc on peut avancer en parallélisant le travail, et c'est très utile parce que tout ce qui est, on gagne du temps, et au lieu de se marcher sur les pieds en travaillant sur les mêmes classes, là on arrive à distinguer les deux. La réutilisation. Donc pareil, on travaille avec des use cases, comme disait Xavier. Donc toutes les règles métiers sont externalisées. Donc on peut les réutiliser, on peut composer avec ces différents use cases, parce que peut-être que vous l'avez déjà créé ailleurs. Donc pourquoi pas, au lieu de tout réécrire, réutiliser ces use cases-là. Et du coup, il y a un changement de mentalité qui se fait. C'est au moment de la rédaction des US, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait quelque part? Et ça monte jusqu'au PO, jusqu'à celui qui fait le lien avec le métier, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on va pouvoir écrire, et lui va écrire sur tous ses US en fonction de ça, parce qu'il connaît forcément les antécédents, et du coup, il va savoir ce qu'on va pouvoir réutiliser sans forcément aller jusqu'à la technique. Donc ça, c'est très important. Plus de communication avec le métier. Exactement, parce qu'on parle de domaine métier. Et du coup, ces domaines, ce n'est pas nous qui les connaissons à la base, c'est le métier, et c'est notre PO. Et c'est avec cette discussion, et nous, on a mis les 3 amigos en place. Donc, qu'est-ce qu'un 3 amigos? C'est le fait de réunir 3 parties, le métier, le développeur et la qualification. Et on va se réunir à 3, autour de 45 minutes, les réunions, et on va discuter sur les features, sur les US, et on va trouver en fait le compromis pour arriver à développer forcément ce qui est demandé, mais aussi à le tester, parce qu'on va écrire nos scénarios de test à ce moment-là. Et à partir de tout ça, on va dire ok, c'est un certain domaine, on va pouvoir le mettre là, et les règles métiers qui en découlent sont celles-ci. Et aussi à la réutilisabilité, forcément, derrière. Mais ça n'empêche pas que des fois, on peut avoir des questions qui se posent où on ne sait pas si on doit créer un nouveau domaine, parce que ça peut être une nouvelle fonctionnalité. Mais du coup, est-ce que ça va être des nouvelles règles, mais qui peuvent s'imbriquer dans un domaine existant? J'ai envie de dire, il ne faut pas forcément se poser la question tout de suite. Et peut-être que par la suite, on pourra le sortir, donc le mettre dans un domaine existant. Et puis une fois qu'on voit que ça grossit, qu'on voit qu'il y a plusieurs US qui arrivent, et les discussions nous tournent à se dire, ouais, en fait, ça va peut-être devenir un domaine, on le fera à ce moment-là. Ça nous permet du coup de se concentrer sur notre code métier. Conception commune. Donc en effet, en fait, comme on disait au début, on est sur 2 plateformes Android et iOS. Et forcément, c'est 2 langages différents, Java, Swift, on doit développer 2 fois. Et on a réussi à optimiser un peu cette chose-là, parce que comme on a les mêmes architectures de chaque côté, la clean architecture, on arrive à avoir les mêmes domaines, et du coup on peut discuter ensemble de comment on va concevoir, et du coup on arrive à avoir des choses similaires. Ce qui facilite aussi, quand une personne peut travailler sur les 2 plateformes, connaît les 2 langages, de s'y retrouver plus facilement. Donc si on switch en cours de projet ou en cours de semaine, ce qui peut arriver sur l'une ou l'autre des plateformes, le développeur va pouvoir se retrouver plus facilement et forcément retrouver son contexte. Donc c'est un gain de temps pour lui et de compréhension. Et c'est aussi, quand on parle de conception commune, c'est vraiment, on va définir les domaines ensemble, enfin avec le PO, et derrière, on va vraiment essayer d'avoir les mêmes nommages aussi. Parce que des fois, on travaille avec AXA Bank, donc il y a tout son vocabulaire en français. On va y avec eux, certains métiers très simples, on les traduisait nous-mêmes, sinon on pouvait leur demander. On essayait vraiment d'avoir les mêmes noms de chaque côté, les mêmes noms de use case de chaque côté, etc. En fait. L'idée, c'était vraiment demain, quand on se pose une question comment ça marche, on peut retrouver exactement la même chose dans notre plateforme. Et c'est beaucoup plus simple à dire. Alors moi, avant, je ne suis pas du tout développeur iOS. Avant, quand il fallait dire de l'objectif C, j'y arrivais pas. Maintenant, c'est du Swift.
tout le monde peut lire du Swift, hein. Enfin pas forcément écrire, mais en tout cas le lire. Et du coup, je retrouvais vraiment le même découpage. Et en plus, comme le pattern réactif est utilisé de deux côtés, et les mêmes opérateurs de deux côtés, bah, ça aide vraiment les choses en fait, hein. Tout à fait. Et ça permet aussi d'implémenter en différé. Peut-être que la feature était prioritaire sur une plateforme où il y avait un peu moins de vélocité sur une autre. Du coup, on a pris de l'avance sur Android, par exemple. Et du coup, ils ont implémenté des features que nous, on n'avait pas encore. C'est pas grave, on a discuté ensemble, on a construit la feature ensemble, le code ensemble. Et puis après, nous, on n'avait plus qu'à, quelque part, copier ce qui avait été décidé et l'implémenter beaucoup plus facilement. Donc, un gain de temps aussi. Par contre, il y a quelques risques. Ah, vas-y Xavier, tu avais peut-être quelque chose à rajouter. Ok. Du coup, on a quelques risques quand même, parce qu'on a vu beaucoup d'avantages, on dit que c'est bien tout ça, mais il faut avoir quelques risques à l'esprit. Pour moi, le premier risque, c'est l'over engineering. Alors, finalement, on veut découper, mais il y a toujours la question, jusqu'où je découpe, hein, finalement. Alors là, pour nous, la réponse, c'est qu'il faut rester pragmatique, en fait, hein. Finalement, peut-être pas faire tout de suite 10 couches ou 10 domaines métiers, parce que finalement, il y a juste un tout petit truc à faire. Et peut-être à partir de la deuxième fois, deuxième ou troisième fois, dire finalement, je vais peut-être le sortir, je vais faire un nouveau domaine. Pareil. Qu'est-ce que ça va vous apporter de rajouter un niveau d'abstraction? Finalement, les abstractions, c'est bien, mais si on a trop, finalement, ça complexifie tout au bout d'un moment. Et il faut toujours vous poser la question, est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou pas? Et nous, vraiment, l'idée, c'est de rester pragmatique, en fait, hein. Keep it simple, c'est un petit peu le mot-clé. Finalement, personne n'a besoin de ça. C'était la mode, avoir des couteaux suisses avec plein de choses, mais derrière, tout le monde utilise le couteau et le tire-bouchon, quoi. Donc, il faut que toute l'équipe soit embarquée. Et c'est important parce que du coup, si vous avez une personne ou deux qui ne sont pas convaincus par ces principes et qui ne les mettent pas en place, vous n'allez pas bénéficier de tous les avantages qu'on a pu voir. Parce que vous allez vous retrouver avec du code commun dans la data ou l'inverse. Et du coup, votre découpage, il va être faux. Et ça va impacter sur les tests, ça va impacter aussi sur la compréhension du code. Et du coup, c'est important. Donc pour ça, nous, on a mis des choses en place qui sont la revue de code. Et du coup, ça permettait de valider, et surtout au départ, que tous les concepts avaient été pris en compte par l'équipe. Et si ce n'était pas le cas, de mettre le doigt sur le problème et puis d'en discuter et de voir si on pouvait y remédier. Donc autant pour les nouvelles personnes, les nouveaux arrivants dans l'équipe, ça permettait d'avoir quelque part un garde-fou, mais aussi pour les personnes qui avaient une certaine expérience et qui étaient plus seniors dans le développement, ils avaient leurs habitudes de développement, et du coup il fallait les changer, c'était un peu une nouvelle chose, et c'est à prendre en compte parce que ce n'est pas forcément les personnes les plus évidentes à faire changer. Donc voilà, un petit peu. Donc un risque important et du coup, si vous voulez bénéficier, veillez à bien embarquer tous les membres de l'équipe et à ce qu'ils soient tous convaincus par ça. Un exemple concret, en fait, ce serait par exemple quelqu'un qui va se dire, ce code-là, est-ce qu'il va plutôt, des fois, la limite, elle est floue, à se dire, est-ce que c'est du code vraiment lié au domaine ou des codes liés plutôt à la data, ou est-ce qu'on va mettre quelque chose plutôt dans le domaine car c'est quelque chose qu'on utilise dans la vue. Mais des fois, la limite, des fois, elle est assez floue finalement. Et donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut vraiment faire attention en fait, hein. Il faut essayer de se mettre des règles et les suivre tout au long du projet pour avoir une certaine homogénéité. C'est pas forcément la meilleure règle, mais en tout cas, il faut essayer d'y rester dessus en fait, parce que sinon, finalement, votre projet, ça va devenir n'importe quoi. Donc après avoir fait tout ça, avoir vu tout ça, on va vous dire 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux par rapport à ce qui est à l'existant. C'est l'avantage, c'est qu'on a pris du recul maintenant sur notre architecture. Finalement, ce qu'on vous a montré là, on n'a pas fait la V1, hein. La V1, on l'a pas du tout implémentée. Mais au fil du temps, notre architecture a vraiment évolué. Et c'était vraiment au fil de l'eau. On ne s'est pas dit demain, ça y est, on a regardé un article, l'architecture c'est super, on va faire ça. C'est vraiment un processus qui est venu au fur et à mesure, c'était itératif, on a refactoré un petit peu à la fois. Donc maintenant, on a un peu plus de recul. Et donc, par exemple, une chose qu'on aurait pu faire différemment, c'est écrire le code une seule fois. Alors c'est super, hein. Finalement, on a tous les deux la ligne architecture, on a bien découpé en domaines sur Android, sur iOS, on a les mêmes nommages. Par contre, il y a un truc qui est bête, c'est qu'on a quand même écrit tout le code métier deux fois. Donc ça, c'est quand même dommage, hein. Parce que finalement, s'il y a un bug d'un côté, il y aura peut-être de l'autre, hein. S'il y a une mauvaise incompréhension d'une US, finalement, sur les règles métiers, il aura des deux côtés. On aurait sûrement pu faire, c'est écrire le code en autre langage, donc par exemple en Kotlin ou en fait du React Native, et faire vraiment garder l'UI en natif, parce que ça c'était vraiment une volonté du métier à la base, c'était d'avoir l'UI native pour avoir vraiment la meilleure expérience utilisateur possible en fait.
Et on aurait pu dire on fait du Kotlin. Donc cette partie business, elle aurait fait les appels réseau, ils auraient eu le même découpage que ce qu'on vous a montré jusque-là. Derrière, on respectait les mêmes contrats. On disait Kotlin native pour builder notre application, enfin notre module. Puis après, on l'a importé sur Android et sur iOS. Et derrière, finalement, on n'avait plus qu'à faire nos vues. Donc là, derrière, on aurait vraiment gagné du temps parce que tout le code métier qu'on a développé 2 fois, bah, c'est du temps qu'on aurait pu passer à développer d'autres fonctionnalités. Donc bon, ça c'est facile de se dire ça 6 mois après, hein, mais au départ, on s'est pas vraiment posé la question. Et puis Kotlin native, c'était pas aussi avancé hein, non plus. C'est ça. Alors, la stratégie de test, c'est important. Alors ça, c'est plus côté iOS. On avait en fait choisi au départ une certaine stratégie qui était de moquer nos objets au-delà de l'API, c'était nos objets temporaires. Parce que comme disait Xavier tout à l'heure, on n'aime pas trop ce qui vient de l'API, donc on crée nos propres objets. Et du coup, on a dit, bah, on va tester, on va se mettre juste derrière notre API qui était Swagger, parce qu'on utilisait Swagger CodeGen. Et du coup, ben, pour créer par exemple le contexte d'un test, il fallait qu'on crée notre objet customer, nos objets contrats, s'il fallait 2, 3 contrats, et faire les liaisons et tout ça. Et au bout d'un moment, ben, en fait, notre classe de test, elle devenait vraiment très conséquente. Et à la limite, la conséquence, c'était juste le contexte à créer, les objets, puisque ben, il y avait plusieurs tests dans le fichier, et donc ça devenait illisible, voire immaintenable. Et après, on s'est dit, ben, c'est bien, mais comment on peut corriger ça? Et on s'est dit, ben, pourquoi pas moquer les appels API? Bah oui, c'est super. On a déjà nos scénarios de test qui sont écrits avec nos jeux de données. Bah, pourquoi pas utiliser ces jeux de données qu'on va enregistrer au niveau de l'API? On va sortir notre fichier JSON et puis on va les mettre dans l'appli et puis tester avec ça. Donc au lieu de faire l'appel à l'API, ben, l'API, le framework de mock, nous retournait tout de suite le fichier JSON. Et du coup, ben, Swagger, on utilisait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire créer les objets, faire les liaisons, puis nous, après, on savait les interpréter. Et donc ça, bah, ça a un peu révolutionné, puisque bah, du coup, on a pu tester beaucoup plus rapidement. Et du coup, ça nous a facilité les tests et on a gagné énormément de temps. Donc la clean architecture a permis de faire ça, nous a aidé en tout cas à visualiser ça. Donc très important de prendre au départ le fait de choisir une bonne architecture de test. Et du coup, on a pu tester la partie repo aussi. Et enfin, un truc aussi, c'est que maintenant qu'on l'a mis en place sur un projet, finalement revenir en arrière, c'est plutôt partir sur un autre projet legacy sur lequel il n'y a pas cette architecture-là. Alors quand je dis il n'y a pas cette architecture-là, c'est pas forcément la clean architecture. En tout cas, c'est vraiment les principes qu'on a évoqués qui ne sont pas respectés. Bah, c'est difficile. Parce que finalement, on rebase dans tous les travers qu'on avait au début, on a du mal à tester, etc. Et c'est assez dur de revenir en arrière. Donc finalement, au début, on avait un petit peu de difficulté à monter en compétences. Mais bon, finalement, une fois qu'on l'a essayé, on va plus s'en passer. Et du coup, là, par exemple, Julien est en train de travailler sur un projet, reprendre un projet. Et là, il s'est dit tout de suite, bon, bah, finalement, maintenant qu'on a vu comment faire, hein, c'est pas si compliqué. Enfin, vous avez vu, on a bougé un peu de code. C'est pas compliqué de bouger du code. Avec son I2, on peut tous le faire rapidement. Et du coup, on met ça en place. Hein. Ça ne demande pas beaucoup de montée en compétences en soi. Le temps d'appréhension, de compréhension pour quelqu'un, que ce soit novice ou senior, enfin, c'est assez intuitif. Hein. Une fois qu'on a expliqué les principes, généralement les gens, les développeurs, enfin, s'y mettent très rapidement. Du coup, le pattern réactive, alors c'est pas une nécessité de l'avoir pour la clean architecture, mais si vous l'avez, c'est vraiment une aide pour découper tout ce qui est code, parce que vous avez tout ce qui est les opérateurs qui sont qu'on peut utiliser pour faire des opérations sur un use case. Et du coup, ça va vous aider à penser, à réfléchir, à découper tout le code et à scinder les règles dans un opérateur. Parce que lui, il y a d'autres principes au niveau du pattern reactive. Et du coup, c'est un opérateur égale une opération, forcément. Et du coup, si vous respectez ça, vu que la clean architecture, c'est le découpage et la responsabilité, ça va que vous aider à la mettre en place. Sachant que nous, pour le contexte, par exemple, Android avait déjà utilisé tout ce qui est pattern reactive. Nous, sur iOS, on ne l'avait pas fait. Donc, on avait la clean architecture à mettre en place, le pattern reactive à appréhender et un peu de Swift parce qu'il y avait qu'un développeur sur les 3 présents sur la squad qui connaissait Swift. Par contre, il y avait Objective-C. Mais ça ne nous a pas empêché, en tout cas, de le faire et de le faire dans les temps. C'est surtout ça qui est important aussi. Parce que autant vous pouvez mettre en place, mais si derrière vous avez 3 mois de délai de retard,
C'est un peu dommage, et du coup, ben, il n'y aura pas le bénéfice attendu. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait moins de bugs. Ou alors quand il y a des bugs, c'est des bugs ciblés. Alors ça nous est tous déjà arrivé dans une application de dire ah bah il y a un bug, mais quand on recommence à chercher, c'est sur le petit bout de code sur lequel tout le monde dit ah touche pas à ça, ensuite touche à ça, ça va tout casser. Bah, nous ça nous arrive pas finalement là. Parce que comme on a tout découpé, quand il y a un bug, donc on sait si c'est au niveau de la vue, un bug d'affichage, c'est pas grave, donc on sait, on regarde dans la couche présentation, si c'est un bug métier, on regarde dans la couche domaine, et finalement les bugs sont assez ciblés, donc ça c'était vraiment pratique. Et finalement dans les domaines, quand il manquait, on a vraiment concentré notre stratégie de test sur la partie domaine. Et du coup, quand il y a un bug sur cette partie-là, c'était généralement une règle qui était manquée ou qui était mal interprétée, qui était mal comprise. Donc ça peut toujours arriver. Ou alors, comme ça a toujours un projet informatique, c'est un projet informatique, le métier va se rendre compte 2 mois plus tard que finalement il manque une règle. Et donc du coup, ça fait un bug, mais bon, finalement, on réimplémente la règle et ça marche très bien. Donc finalement, ce découpage va vraiment permettre d'isoler aussi vos bugs. On n'a plus des bugs qui va traverser toutes les couches. Un bug, quand on touche au bouton, ben, ça va faire casser l'appel réseau. Ça peut pas nous arriver. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Donc voilà, pour moi, il y a 3 choses à retenir. Donc c'est vraiment que la clean architecture va vous permettre de vous concentrer sur votre code métier. Alors votre code métier, c'est vraiment le cœur de votre application. Votre PO, il va vous aimer si vous pouvez lui dire ben, je découpe comme ça, derrière je vais pouvoir développer plus vite mes fonctionnalités. Lui, tout ce qui reste, c'est de développer plus de fonctionnalités, de sortir plus de releases, etc. Et finalement, votre code métier, il va vraiment rester. Demain, l'UI va changer. Donc par exemple, on a un exemple concret sur l'application AXA Bank. Un mois avant la MEP, ils se sont rendus compte que finalement le dashboard qu'on avait implémenté au tout début de l'application, c'était le premier écran après le login, ça leur allait pas. Et du coup, ils ont dit ah non, on refait tout le dashboard. On leur a dit ben c'est pas grave, parce que finalement c'était que l'UI à changer en fait. On a changé l'UI, on a refait quelques bindings et ça a marché. Et du coup, finalement, là, ils étaient contents. Pour eux, refaire le dashboard, ils s'imaginaient qu'il fallait refaire tous les appels réseau, refaire tous les mappings, réécrire toutes les règles, etc. Si on avait tout mélangé notre code, ça aurait été une usine à gaz. On aurait dû dire, bon, qu'est-ce qu'il faut toucher, etc. Là, finalement, on a touché qu'à la partie présentation et ça a fonctionné. Je crois qu'on l'a fait en 1 ou 2 jours à peu près avec les tests, la correction des tests du UI, tout ça. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Après, c'est pas plus compliqué. Alors, finalement, je pense que vous l'avez remarqué, finalement, on a juste bougé du code. On a pu vraiment isoler notre code métier et on a juste simplifié du code. Avant, on avait une classe de 30 lignes avec du code métier mélangé. Finalement, mes 2 classes métiers, elles font chacune une ligne. Et c'est vraiment ce code-là qui est important. Les use cases, ils sont très courts. Finalement, quand on regarde vraiment juste le code qui est important, ça prend donc quelques lignes à chaque fois. Donc, c'est pas compliqué à faire. Alors, c'est sûr, il y a un petit temps d'initialisation pour trouver le pattern qui vous va vraiment bien. Donc, nous, on a trouvé ce pattern avec ces interacteurs-là. Donc, vraiment, de la manière dont vous écrivez vos interacteurs, vous poser les questions comment faire, etc. Là, on a beaucoup itéré aussi. On a eu plusieurs versions de nos use cases. Mais bon, à la fin, là, c'est un pattern qui nous va bien. Et finalement, à la fin, vous allez vous rendre compte, donc à la fin, au fil du temps, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir développer de plus en plus vite. Et finalement, c'est testable, et je pense que tout le monde ici est convaincu par les tests. Et on est content de pouvoir tester. Parce que demain, quand votre PO va vous demander de changer une règle, que vous changez une règle, et que vous voyez que c'est un test qui casse, enfin vous changez votre test, vous voyez tout de suite où ça casse, bah, vous êtes content. Et quand vous voulez faire du refactoring, quand vos tests ne passent plus, bah, vous êtes content aussi en fait. Voilà. Voilà pour nous. Il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Vous avez des questions, si y en a. Prendre plein de questions si vous voulez. Oui. Ouais, alors la question c'est est-ce qu'on a regardé ce que faisait Android sur Architecture Component. Donc, ce qu'on disait au début, c'est que nous on était parti plutôt sur un parti MVP au tout début de l'application, puisqu'on a commencé l'application en juillet de l'année dernière. Finalement. Oui, la question, je l'ai répétée. Et finalement, maintenant ils ont sorti ça, donc on aurait pu faire un pattern différent, donc plutôt un pattern en utilisant les architecture component. Mais finalement, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que finalement, le code métier, on aurait pu quand même l'isoler. C'est juste qu'on n'aurait pas eu de présenteur comme on l'a aujourd'hui, en fait. On aurait une classe qui aurait fait notre lien, notre data binding, mais derrière, le découpage peut rester le même, en fait. Donc ça, c'est pas du tout un problème, en fait. Oui.
Nous, sur la partie, donc la question c'est comment on a géré les recycler views, parce que des fois il y a des vues qui ont du comportement spécifique. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, comme on a fait un mapper entre la partie domaine et la partie data et la partie domaine, on a fait un mapper entre la partie domaine et la partie vue. Et donc, en fait, ça dans les présenteurs, en fait, on a créé un objet qui lui va carter la logique et derrière on redélègue au présenteur en fait quand il y a de la logique. Et derrière, s'il y a du direct métier, ça redélégué encore au use case. Mais du coup, finalement notre recycler view est très simple. On a une recycler view générique qui va prendre une vue de type T et derrière on s'injecte nos composants qui vont bien en fait, qui vont gérer différents types en fait. Ouais, j'ai vu que le là-bas. Alors un use case, c'est une règle, plutôt métier en fait, puisque finalement c'est une règle. Donc par exemple tout à l'heure on voyait il y avait get customer. Donc ça va être l'appel réseau. Donc ça va être vraiment un lien entre la technique. Enfin, le use case c'est un use case métier en fait. Donc get customer va faire l'appel réseau. Après je vais avoir donc là c'était un exemple, mais par exemple je vais avoir mon get customer filtered and sorted. Finalement ma règle métier c'est ça en fait. Enfin, mon métier il va me dire bah, moi je veux que dans ta vue tu affiches les clients sans email et triés par ordre alphabétique. Finalement c'est ça sa règle. Et donc finalement le use case va vraiment avoir sa règle métier en fait. Par rapport à ton contexte, c'est quel est le flux qui va se faire avec toutes les règles pour arriver en fait à aboutir à avoir tes données qui correspondent à ce dont tu as besoin en fait. C'est ça le use case, ça comprend toute cette mécanique qui va incorporer les règles métiers et la transformation des données qui vont remonter en fait jusqu'à ton modèle view ou présenteur pour iOS pour arriver là. Ouais. Vous parliez du concept de Tres Amigos. Ma première question, c'est du coup les Tres Amigos, vous les faisiez qu'une seule fois pour les deux squads iOS et Android. Ça c'est ma première question, si vous faisiez qu'une seule fois ou pas. Et la deuxième question, c'est vous parliez peut-être qu'en amélioration, vous auriez pu avoir le même code pour la logique métier. Est-ce que au niveau des tests, là déjà vous aviez qu'une seule fois le code, ou est-ce qu'en amélioration vous pourriez l'avoir qu'une seule fois justement? Alors pour répéter la question, c'est est-ce qu'on faisait les trois Amigos sur les deux plateformes en même temps, et si on faisait les tests, et si on réutilisait les tests une fois sur l'autre plateforme, c'est ça? Alors sur les trois Amigos, ouais, généralement, même si on était en avance de phase ou pas sur une des plateformes, on le faisait toujours en même temps. Donc tu avais un développeur iOS, un développeur Android, le métier, la qualif, et on passait les US à ce moment-là ensemble. Ça c'est toujours. Et si elles étaient prises dans un sprint, puisqu'on est en agilité, en Scrum Ban, si elles étaient prises plus tard dans un sprint, ben, c'est pas grave, elles étaient déjà prêtes en statut 3 Amigos ready. Enfin, dev ready pour nous. Ensuite, sur les tests, on n'a pas tout le temps réutilisé ce qui a été fait. On l'a fait sur certains. On l'a fait. Après, par contre, on discutait beaucoup sur les tests. Et par contre, le Gherkin qu'on écrivait, généralement, on le faisait chaque côté, mais ça avait été discuté avant. Et sur certains, par contre, on a pu reprendre le Gherkin tel qu'il était fait ailleurs. Par contre, comme on a des spécificités qui sont un peu liées à chaque plateforme, entre iOS et Android, puisqu'on gardait, comme on l'a dit tout à l'heure, l'UX entre les deux, il y avait certains qu'on ne pouvait pas parce qu'il y avait des petites différences au niveau des écrans et de l'affichage des données. Mais pour garder le contexte de chaque domaine, en fait, qui était important, pour pas qu'il y ait de similitudes ou qu'on perde l'utilisateur Android parce qu'il a des habitudes que nous, on n'aurait pas respectées, ou vice-versa pour iOS. Voilà. Oui. Voilà, vas-y. Oui. Non, en fait, donc la question c'est est-ce que nos adapteurs étaient toujours maintenables en fait, finalement entre le code métier et la vue. Enfin, les adapteurs étaient maintenables. Donc en fait, on n'a pas utilisé de framework pour recopier les bins. Parce que finalement, on part d'un objet métier, donc l'objet de l'API qui va peut-être contenir, je sais pas, 100 champs, puisque c'était pas l'API dédiée mobile. Derrière, on en disait 10, donc finalement, on va juste les reprendre. Et finalement, nos objets, on va juste avoir les champs dont on a besoin. Et finalement, nos mappers sont pas si grands que ça. Parce que si l'API à la base nous renvoie 100 champs, on en affiche 10. Et donc finalement, nos objets restent assez simples quand même. Oui.
Des préconisations, non, parce que c'est quelque chose qu'on s'est dit plus tard, on ne l'a pas testé. Après, au niveau des tests, finalement, l'avantage, c'est que s'il y a un package commun, finalement, ce package, une équipe pourrait imaginer, on pourrait imaginer qu'une équipe le développe, elle le teste, et vous avez juste à intégrer, en fait. Donc, à ce niveau-là, ça ne change pas. Je sais pas si ça répond à des questions. Ouais. Ok. Si on pourra en discuter après, plus spécifiquement. Oui. Ouais. Alors on avait un principe, c'est que La question, c'est est-ce qu'on a mis quelque chose en place sur la navigation? On avait un principe, c'est que chaque écran doit être indépendant. Donc en fait, si tu bougeais un écran de place, normalement, il devait pouvoir fonctionner de manière indépendante. Donc c'est-à-dire que notre use case, comme on disait tout à l'heure, il répondait tout de suite aux besoins qu'on avait pour cet écran-là. Donc si tu le changeais, lui était autonome, c'est pas grave. Tu le changes de place, il va toujours aller chercher les mêmes données, le même use case qu'il a besoin. Et du coup, ton modèle view, il est toujours au même endroit, il se rattache toujours au même écran. Et lui, il sait qu'il va pouvoir retrouver ses données tout seul. Donc on n'a pas eu de souci, et surtout avec les injections de dépendance, encore moins, puisque ça garde vraiment une... puisque vous utilisez Dagger, je crois, et nous sur Swift, j'ai oublié le nom, je ne sais plus. Enfin, bref, et du coup ça a permis vraiment une indépendance des vues et de les déplacer comme le dashboard, le refondre. Enfin voilà, on a eu vraiment une aisance assez simple pour le faire. Finalement, pour que les écrans soient indépendants, en fait, finalement, on ne se passait pas un objet métier d'un écran à l'autre. On se passait toujours un ID et on avait une gestion de cache. Comme ça, chaque écran pouvait juste refaire l'appel, donc faire l'appel ou juste récupérer dans le cache les données. Et du coup, il avait les données qu'il avait besoin, en fait. C'était pas d'objet métier dans les paramètres entrevus. Voilà. D'autres questions? Oui. En fait, par exemple, la question, c'est comment on a pu appréhender les problématiques vraiment métiers, les règles métiers, vraiment métiers. En fait, ça nous arrivait, par exemple, l'API, un exemple concret, elle va nous renvoyer une valeur 1, 2, 3, 4, 5 sur un champ. Pour nous, ça n'a aucun sens. Et la règle métier, c'est derrière, peut-être que les valeurs 3, 4, ça va être certain type de contrat, les autres valeurs, sera un autre type de contrat. Donc ça, pareil, on l'a fait Donc vraiment, binder cette valeur-là sur une enum, par exemple, on l'a fait dans le mapper. Et puis après, derrière, s'il y a des comportements spécifiques, on a mis ces comportements spécifiques dans les use cases, en fait. Mais sinon, finalement, ça reste une application mobile, et une grande partie de la logique métier vraiment Axa Bank est côté API. Ça reste une application mobile c'est pas elle qui a toutes les règles métiers. Sur un virement, il y aura des contrôles de surface, mais ce sera l'API qui va faire tous les contrôles derrière, de toute façon. Une question? Je rajoute juste, le but était d'avoir la moindre logique métier dans l'appli. Que ce soit, c'était une volonté, on s'est battu aussi pour ça, c'est que l'API porte les règles métiers les plus complexes et que nous, on n'ait que les données dont on a besoin. Et ça a marché, on y a réussi, peut-être pas à 100%, mais en tout cas sur la majorité des cas importants. Et du coup, ça nous a simplifié pas mal les règles. Les règles qu'on a en local sont assez simples en fait dans l'application. On n'a pas de complexité énorme sur le truc, mais après, ça pourrait arriver. Mais là, faudra, par rapport à votre contexte, se poser les questions de savoir est-ce qu'il ne faut pas scinder ou mettre ça dans un domaine spécifique, par exemple. Voilà. Question? Oui. L'architecture avec quoi? J'ai pas. Hexagonal. En fait, la question, c'est entre la différence. Okay. En fait, pour vous, la différence. Donc, je ne suis pas expert en architecture hexagonale du tout. J'ai déjà vu une petite formation dessus. Pour moi, c'est juste que l'architecture hexagonale va vraiment pousser les principes. Enfin, ce sera le même principe. C'est juste qu'en termes de découpage, va forcer un certain découpage avec les adapteurs, etc. Ce que nous, on n'a pas mis en place, en fait. Donc, pour moi, c'est juste un détail d'implémentation, mais derrière, les principes, c'est les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est pas le même nommage.
Et derrière, c'est vraiment pour moi, c'est juste un détail d'implémentation. Juste pour les 10 dernières secondes, du coup, on ne va pas te dire que la clean architecture, c'est la meilleure architecture, qu'elle va te correspondre à tout. En fonction de ton contexte, tu vas peut-être en choisir une autre, ou celle-là, hein, peu importe. Mais en tout cas, elle peut correspondre à beaucoup de choses. Et du coup, le choix n'est pas forcément uniquement celui-là. Et en fonction du contexte, en fait, hein, tu vas pouvoir, et des principes qu'on t'a expliqués, tu vas pouvoir faire ton choix plus intelligemment, je vais dire, ou plus facilement. Ouais, plus facilement, c'est ça. Voilà. Merci à tous.